Notre invité Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Gilles Kepel, politologue, spécialiste de l'islam, professeur des universités à Sciences Po notamment et auteur de Passion française, c'est votre dernier livre, Les voix des cités chez Gallimard. Et dans ce livre, vous êtes allé enquêter à Roubaix-Tourcoing. Alors, à Roubaix et à Tourcoing, évidemment nous allons parler de Nemouche, de son parcours, de cette radicalisation en prison, nous dit-on, c'est ce que dit une partie de sa famille. Nous allons parler de ces Français qui partent faire le djihad en Syrie. Roubaix-Tourcoing, vous êtes allé dans la cité où a grandi Nemouche. Oui, à la Bourgogne, effectivement, qui est une cité chaude, difficile, qui est juste à la frontière belge du reste, et dans laquelle on compte effectivement un certain nombre aujourd'hui, comme dans l'agglomération roubaisienne, de mosquées salafistes. Et il y a une ambiance qui s'est créée aujourd'hui. Alors bien sûr, ça ne concerne pas la totalité de la population, si vous voulez, mais quand on grandit dans ces quartiers, quand on est abandonné par la famille, quand on connaît des difficultés sociales de tous ordres, c'est très présent. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette enquête, ça fait 30 ans que je suis les réalités de l'islam en France, c'est aujourd'hui l'ubiquité, la présence un peu partout de ces groupes salafistes qu'on voit avec leurs longues barbes, avec les femmes en niqab, etc., même si c'est interdit. Alors, tous les salafistes ne sont pas violents. Un certain nombre veulent simplement rompre en valeur avec la société française, quitter le monde de l'impiété, mais si vous avez là-dedans un imam autoproclamé sur l'internet, un prédicateur ou autre, qui pousse à basculer dans le djihad armé, à partir de ce moment-là, l'étincelle se produit. Vous les avez rencontrés, ces imams là-bas? Un certain nombre d'imams, qui sont alors donc quand ils me voient bien sûr, ils me disent nous on n'est pas du tout favorable à la violence, etc. On est simplement désireux de marquer une rupture avec les valeurs de la civilisation occidentale et donc de vivre d'une certaine manière à côté, de vivre en parallèle. Bon. Alors ça, à la limite, on peut considérer que les sociétés pluralistes l'acceptent. C'est fait dans d'autres religions aussi éventuellement, mais tout le problème c'est dans quelle mesure est-ce que se constitue un terreau sur lequel le basculement dans la violence va se produire. Et c'est là que l'affaire de la prison est extrêmement importante. La prison, c'est un peu le détonateur. Il y a un terreau, et le jeune qui est un peu désorienté, un peu perdu, qui a commis des actes de délinquance plus ou moins graves, se retrouve en prison et là au contact. Et c'est là où je ne comprends pas comment, dans les prisons françaises, le prosélytisme peut-il se développer. Comment ? Je ne sais pas, Jean-Jacques, si vous avez vu ce film Un prophète, qui est absolument extraordinaire, qui montre la situation dans les prisons. Bon, alors bien sûr, il y a des travaux spécialisés, beaucoup, mais ça, cette fois, est très frappant. Vous savez, la prison, c'est un lieu épouvantable, en fait. C'est un lieu dans lequel, en principe, on travaille à la réinsertion, mais là, les phénomènes qui se produisent sont des phénomènes de désinsertion. La prison est devenue l'incubateur principal de ce genre de choses. Vous avez des jeunes qui sont perdus, qui sont passés dans la délinquance, dans la déviance sociale, et vous avez des prédicateurs radicaux ou des détenus qui sont dans cet état d'esprit et qui vont dire si tu es là, c'est pas ta faute, c'est la faute de la société des impies, et pour te refaire une conduite, une victime en quelque sorte. Tu es une victime, c'est à Dieu c'est envers Dieu qu'il faut que tu te rachètes. Et à ce moment-là, c'est les barbes, c'est la prière, c'est le ramadan, qui peuvent être des choses tout à fait normales à faire quand on est croyant, respectable. Mais on passe donc d'une remise en ordre religieux vers ensuite d'autres objectifs. Il dit après on va faire le djihad. C'est la raison pour laquelle vous dites attention, on dit radicalisation en prison, oui, mais enfin radicalisation parce qu'il y avait matière à radicaliser, si je puis dire, notamment chez Nemouche, comme chez d'autres. Voilà, lui bien sûr il est suspect pour l'instant de ça, mais c'est un phénomène qui n'est pas particulier, un profil qui malheureusement n'est pas surprenant, puisque ça ressemble bien sûr de façon très frappante au profil de Mera. La grande différence, c'est la Syrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a derrière la référence à la Syrie, qui est une référence, la lutte contre le régime Bachar al-Assad est une référence positive, au-delà des milieux djihadistes ou du monde musulman ou autre. Un grand nombre de démocraties occidentales ont demandé la chute de Bachar al-Assad. Simplement, elles n'ont fait que le demander. Il y a eu des paroles vaines, et dans le gouffre entre ces paroles vaines et la réalité, se sont engouffrés justement, ont proliféré ces militants qui ont pris les choses en main et qui ont ensuite basculé, après un moment de lutte contre le régime où il y avait plutôt des organisations démocratiques, dans le djihadisme radical. Certains de ces groupes d'ailleurs sont assez suspects.
l'État islamique, le groupe qui s'appelle l'État islamique en Irak et au Levant, Daesh en arabe. On ne sait pas très bien dans quelle mesure il n'est pas aussi manipulé par les services de certains pays. On dit comme ça, tiens, vous voulez la chute de notre régime, mais finalement, notre régime, c'est encore mieux que le chaos qu'on va vous réexporter, si vous voulez. Donc on est là au croisement de plein de choses, à la fois de ce discours de la nouvelle phase du djihadisme et puis de la déchirure du tissu social dans les cités paupérisées. Dans les cités paupérisées. C'est un parcours initiatique, le djihad en Syrie finalement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on doit passer par le djihad en Syrie pour conquérir, si je puis dire, ces titres de gloire dans le monde radical. Il y a ça, puis si vous voulez, on est dans une nouvelle phase, c'est-à-dire à l'époque du 11 septembre, on était dans une sorte de djihad organisé, c'est-à-dire djihadisme organisé. Ben Laden payait les billets d'avion, payait la formation de pilotes, etc., désignait les cibles, etc. Ça a été cassé par la contre-offensive occidentale. Et aujourd'hui, il y a cette nouvelle phase du djihad, dont l'idéologue en chef est un ingénieur syrien formé en France, d'ailleurs, qui s'appelle Abou Mus'ab Souri. Donc on fait venir des gars actuellement en Syrie, avant c'était en Afghanistan ou ailleurs. On les formate, on leur apprend le maniement d'armes et ensuite on les lâche dans la nature avec pour objectif de viser ce qu'ils appellent des cibles à basse intensité, qui sont peu défendus et qui peuvent faire le maximum de tintamarre médiatique. Donc on les renvoie comme des bombes à fragmentation, en quelque sorte, qui se disséminent un peu partout, notamment en Europe, puisqu'il y a, je sais pas, on dit 2500 jeunes Européens partis, ou moins jeunes d'ailleurs, partis faire le djihad en Syrie. Les chiffres fluctuent, parce que je vois les ministres, parce qu'on ne sait pas très bien, parce qu'on ne sait pas où est la barrière, justement. Dans les procès que j'ai suivis, un certain nombre de jeunes qui partent en Syrie. Qu'est-ce que vous allez leur dire s'ils vous disent je vais lutter pour faire tomber le régime dictatorial de Bachar el-Assad? Après tout, c'est une cause dont tout le monde se réclame, dont beaucoup de gens se réclament, pas uniquement des radicaux, vous voyez. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir comment dans l'affaire aussi bien de Toulouse que de Bruxelles, ce sont des centres communautaires juifs qui ont été visés. Pour quelle raison? Parce que parmi les cibles qui sont désignées dans le livre sur Internet d'Abou Mus'ab Souri, justement, il y a les cibles juives, les casernes, les grands rassemblements sportifs. Rappelez-vous l'affaire Tsarnaev, les frères Tsarnaev à Boston, c'était ça, parce que c'est relativement facile à atteindre, ça ne coûte pas cher, quel Kalachnikov, des cartouches, etc. Et le retour sur investissement, si j'ose employer cette expression monstrueuse, est énorme. C'est effroyable. Et ça, et vous l'avez aussi quelque chose qui est très frappant. Si le suspect est bien le responsable de ces actes, ce qu'on a vu au musée juif, c'est-à-dire ce meurtre de sang-froid, qui est aussi terrible que celui qui a eu lieu à Toulouse, qui est ensuite contrasté par l'arrestation dans cet autobus pas très cher, qui est l'autobus des petits dealers qui vont d'Amsterdam à Marseille, et l'arrestation a eu lieu grâce aux douaniers qui cherchaient des trafiquants, et pas du tout toute autre chose. Et ça c'est extrêmement frappant aujourd'hui, et ce qui est aussi terrible, c'est l'histoire de la petite caméra, la GoPro, la GoPro, qui sert finalement à faire le lien entre le monde fantasmé, le monde du virtuel, finalement, des wargames, parce que tout ça est destiné à être mis en ligne ensuite sur les sites sociaux, et puis le monde réel, c'est-à-dire on tue des êtres humains. Et on oublie, on est devenu décervelé, on oublie qu'on tue des êtres humains, on fait comme si on abattait des avatars en appuyant sur sa PlayStation. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant. Et cervelé, vous venez de prononcer le mot. On les quoi? Ils sont décervelés. Décervelés, décervelés par la mise en condition. Par la mise en condition. Et ça, c'est rendu possible, je crois, en grande partie à cause d'une situation de dérédiction sociale. Il faut bien voir que notre société aujourd'hui, avec le chômage, c'est pas une excuse, mais avec l'absence d'emploi, n'a plus grand-chose à offrir à un certain nombre de jeunes qui sont dans ces cités ghettos. Quand je faisais l'enquête à Roubaix, à Tourcoing, mais aussi à Marseille, la sénatrice Samia Ghali, dans l'entretien, m'explique comment les dealers ont conquis une emprise extraordinaire sur les cités, font les services sociaux, etc. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à Marseille? On ne le sait pas pour l'instant, on ne sait pas encore. Pourquoi? Est-ce qu'ils voulaient rejoindre le Maghreb? Certains disent ça, avec toute cette quincaillerie, cette panoplie, c'est un peu à ou est-ce qu'il y avait la possibilité d'autres actes délinquants, vous voyez? Et donc ça, effectivement, c'est très frappant. Mon livre s'intéresse à Marseille, à Roubaix-Tourcoing, et ce garçon fait l'itinéraire contraire
en passant par Damas. Oui, il y a des itinéraires d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des itinéraires? Oui, il y a des itinéraires. On passe par la Turquie, on passe par... voilà, oui, il y a des filières. Voilà. Ça, c'est vraiment... très frappant. On l'a vu par exemple avec la sœur de Mera, Soad, qui avait défrayé la chronique parce qu'elle avait été enregistrée en caméra cachée, donnant des propos terribles. Et d'après les informations qu'on a, donc elle est partie. Mais c'est très simple. Le Turquie, c'est le tourisme tout venant, très, très facile. Très facile. Un charter pour Istanbul, c'est rien, il y en a partout. Et puis ensuite, vous passez près de la frontière syrienne. Les Turcs sont conscients de ça, évidemment. Alors, luttent contre ça ou pas? Il y a une ou sont complices d'une manière ou d'une autre? Ils sont aujourd'hui complices. Je dis ça parce que les Turcs et les Syriens au pouvoir sont presque en guerre. Sont en bisbille. Alors c'est extrêmement complexe, il y a des relations très compliquées entre eux, mais aujourd'hui il y a une forme de collaboration entre les services turcs et les services occidentaux. Un certain nombre de gens qui ont été arrêtés et extradés en Europe récemment ont été arrêtés par les Turcs à la frontière, mais pour l'instant ça reste encore très flou. C'est d'ailleurs une demande récurrente des services de l'Union européenne à la Turquie d'être plus actifs dans ce domaine. Mais Gilles Kepel, les solutions, parce que j'entends tout et un peu n'importe quoi, et vous aussi j'imagine. On nous dit il faut contrôler toutes celles et ceux qui reviennent du djihad. Pas facile, non? D'abord parce qu'on ne les connaît pas tous, on ne les a pas tous identifiés. Ensuite, on va pas mettre un policier derrière chaque jeune qui revient de vacances en Turquie ou qui revient non. Oui, puis ça pose le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. C'est-à-dire, si vous êtes soupçonné de vouloir commettre des actes de terrorisme, vous pouvez être mis en garde à vue pendant un certain temps, etc. Mais où est la frontière? Quelqu'un qui n'a rien fait de mal, a priori, qui n'a pas commis. Comment est-ce que vous allez le mettre en garde à vue pendant X temps? Quelle est la base juridique? C'est assez flou. Et de ce point de vue-là, la législation qui avait été faite pour contrer la première phase du djihad, celle de Ben Laden, aujourd'hui s'avère floue, s'avère difficile. Alors, mais il me semble que l'enjeu principal aujourd'hui, c'est la question de la prison. Et là, là, on touche vraiment à quelque chose. Alors, j'ai entendu Christiane Taubira nous dire, il faut mettre plus d'imams en prison. C'est-à-dire que qu'on ait une gestion de la religion avec des individus qui sont fiables, c'est très important, puisque aujourd'hui le problème c'est que depuis que le Conseil français du culte musulman et autres a perdu véritablement son influence, on a une espèce de surenchère à la radicalisation sur l'Internet qui fait qu'il n'y a plus véritablement de normes, de référence, si vous voulez. Ça, c'est un vrai problème. Maintenant, il faut être sûr des gens avec qui on traite, parce qu'on a vu aussi toutes sortes de manipulations se produire. Et ça, moi, j'en ai observé, y compris sur le terrain électoral. C'est-à-dire manipulation. C'est-à-dire des gens qui tiennent un discours et qui font autre chose. C'est humain. Ça c'est un grand classique. C'est un grand classique. Alors, le ministre de l'Intérieur a mis en place un plan fin avril, annoncé le 30 avril dernier, des mesures contre le recrutement de Français pour le djihad. Oui, c'est intéressant dans la mesure où les familles peuvent se faire connaître si un de leurs proches est parti ou a disparu à travers un numéro vert, mais ça a ses limites, j'imagine. Oui, ça a ses limites, mais ce qui est très important, c'est justement d'établir le contact avec les familles et le contact avec le milieu. Pour savoir. Pour l'information, le renseignement. Voilà, et pour les avertir, parce que sinon on va aboutir à ce que souhaitent les gens comme Abou Moussa Bassouri, c'est-à-dire ces théoriciens du djihadisme nouvelle vague, c'est-à-dire à des clivages à l'intérieur de la société française, entre d'un côté une population musulmane qui se sent persécutée, montrée au doigt, stigmatisée, et les autres. Et ça, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils souhaitent, parce que plus il y aura de montée de la tension, plus il va y avoir d'enfermement communautaire, et plus ces groupes pourront recruter largement. Donc ce qui est important, c'est de casser ce processus, et casser ce processus, effectivement, ça passe par le contact avec les familles, par le contact avec la société civile dans les quartiers populaires, par l'identification des enfants qui ont des problèmes, et par le soutien à des familles qui sont généralement complètement désemparés face à ces phénomènes. Et ça, c'est très important. Donc là, la question n'est pas uniquement une question policière. Elle est policière, c'est très important. Elle est aussi douanière, comme on l'a vu, mais elle est également politique. Et ça, c'est un vrai enjeu. Est-ce que vous pensez que dans certains quartiers, cette radicalisation est en progression? Franchement, vous qui avez enquêté, qui avez regardé ça de près depuis des années.
Alors, il y a les deux qui se passent. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en faisant cette enquête, qui était une enquête principalement auprès des candidats issus de l'immigration maghrébine, pour l'essentiel, aux législatives de 2012, c'est la masse de gens qui sont pénétrés des idéaux d'intégration républicaine, de participation aux élections. Et ça, c'est un phénomène massif et très important. Mais malheureusement, à côté, vous avez dans les groupes qui sont marginalisés, qui sont beaucoup moins importants en nombre, il n'y a aucun doute, des paroles dissidentes qui sont très préoccupantes. Moi, en 30 ans, que je fréquente cet univers, j'avais jamais vu la prégnance de la mouvance salafiste de façon aussi visible. Et alors, là encore, il y a salafistes et salafistes, mais ça pose un véritable problème et ça nous indique quelque chose sur l'état de notre société. Et ça, je crois que les politiques ont beaucoup de mal à le prendre en compte, ont beaucoup de mal. S'intéressent-ils à ces questions-là ? Pas énormément. Et d'une certaine manière, le suivisme de la grande presse a du mal parce que ce sont des questions qui nous posent des problèmes très profonds sur notre propre société. On préfère se gargariser, dire que tout va bien. Il ne s'agit pas de crier au loup, qu'il fût solitaire ou non. Mais je crois qu'il faut voir en face quelles sont les difficultés qui se produisent aujourd'hui dans les quartiers populaires déshérités et en quoi l'articulation entre ce discours, ce verbiage du djihad New Look et la déchirure sociale crée ces problèmes. Et il faut le traiter, il faut réfléchir à ça. Je crains que ce ne soit pas fait. Mais Gilles Kepel, pour reparler de la Syrie, le fait qu'aujourd'hui l'opposition à Bachar el-Assad perde du terrain en Syrie, ça a des conséquences aussi, j'imagine, que ça encourage une forme de radicalisation, de recrutement plus important ailleurs, parce qu'il faut les combattre, il faut des combattants pour lutter contre le régime. Il y a ça, bien sûr. Et qui finance d'ailleurs? On dit toujours le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors déjà, il faut voir une première chose, c'est que Bachar el-Assad, aujourd'hui nous sommes le 1er juin, le 2 juin, donc demain en principe, il est réélu triomphalement entre guillemets. C'est bien sûr une mascarade, mais si elle se déroule, c'est parce que le régime a l'impression qu'il peut faire cette manifestation, même si ça fait sourire. Néanmoins, c'est tout ce qui lui importe, c'est de dire, vous voyez, moi je peux organiser ce genre de choses, alors qu'en face, ceux qui se réclamaient la démocratie, c'est le chaos, c'est la violence, c'est la barbarie, et d'ailleurs ils vous reviennent dans la figure. Il y a un effet de boomerang vers les pays européens qui sont contre moi, et vous voyez ce qu'il en est. Donc là, on est évidemment dans une logique où on voit bien comment les enjeux internationaux et les enjeux internes de l'Europe s'interpénètrent, et comment nos gouvernants sont parfois peut-être imprudents de prononcer des paroles quand ils ne peuvent pas assumer les actes qui conduisent ces paroles. On peut être contre le renversement du régime syrien, bien sûr, mais encore faut-il pouvoir s'en donner les moyens. Je crois que c'est ça qui est très important. Sur l'affaire syrienne elle-même, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie fait également un peu penser à ce qu'on a vu en Algérie ou en Tchétchénie. Ce sont d'ailleurs les conseillers soviétiques, désormais russes, qui sont les maîtres un peu de la contre-insurrection dans ces pays-là, qui sont derrière les gens au pouvoir. Et en Algérie, on avait bien vu comment on avait inoculé le djihadisme radical dans les rangs de l'opposition islamique. Les groupes se battaient les uns les autres. Vous vous souvenez, et on n'avait pas l'internet à ce moment-là, ni les réseaux sociaux, donc on voyait moins d'images. C'est la grande différence. On est submergé par les images Syrie. Vous mettez sur YouTube et vous faites Djihad Syrie, et vous avez toutes les atrocités que vous voulez. Et dans les deux camps d'ailleurs. Et donc là, on voit bien comment la fragmentation, c'est ce que avaient fait les Français pendant la guerre d'Algérie, la bleuite, la fragmentation entre les différents groupes, l'inoculation du djihad radical à l'intérieur de l'opposition fait exploser celle-ci, et quand l'État islamique se bat contre le front Al-Nosra, etc., évidemment, le régime syrien ne peut en tirer bénéfice. Et les plus radicaux sont vraiment, je terminerai avec ça, parce que je l'entends de tous les côtés, sont vraiment financés par le Qatar ou l'Arabie Saoudite ou pas? Alors, ça a beaucoup changé, puisque, comme vous avez vu aujourd'hui dans la péninsule arabique, il y a une très grosse ligne de clivage entre le Qatar d'un côté, les Saoudiens et les Émiratis de l'autre.
le Qatar étant accusé par ses adversaires de soutenir les frères musulmans que les Saoudiens voient comme leurs principaux adversaires. Et aujourd'hui, justement, les Saoudiens qui avaient au début beaucoup aidé et financé le djihad en Syrie pour faire tomber Bachar al-Assad, perçu comme un allié de l'Iran, sont un peu comme les Européens parce qu'ils voient des Saoudiens, citoyens, des sujets saoudiens qui vont en Syrie et qui se mettent tout de suite sur l'Internet et qui disent la route de Riyad passe par Damas, d'abord on va tuer tous les impies ici et ensuite on va faire la peau au régime saoudien qui adore le baril et le dollar avant d'adorer Dieu. Donc aujourd'hui, ils sont en plein rétropédalage et il commence à y avoir une coordination entre les services saoudiens, les autorités saoudiennes et européennes. Néanmoins, la question qui se pose, c'est le salafisme dont les principaux oulémas se trouvent toujours en Arabie Saoudite aujourd'hui. Merci Gilles Kepel. Passion française, les voix des cités, c'est chez Gallimard. Il est 8h56.